Lorsque le 31 août 1943, les agents du SOE, John Ubik et Peter Durkheim, s'échappent du camp de prisonniers de Haren aux Pays-Bas et arrivent dès décembre en Suisse, ils préviennent de suite les autorités britanniques du SOE que le réseau aux Pays-Bas est compromis. Le SOE leur demande de revenir à Londres pour détailler leurs faits de vive voix. Ils utilisent alors l'une des voies d'évasion à travers l'Espagne et atteignent Londres en février 1944. Là, ils sont immédiatement arrêtés et emprisonnés sous l'accusation d'agent double. Ils resteront en prison jusqu'à l'invasion de la Normandie. Mais pourquoi ces deux agents dénoncent-ils le fait qu'il n'existe pas de réseau d'espionnage du SOE aux Pays-Bas? Mission Exploratum va vous faire vivre l'épopée de la plus fabuleuse mystification de l'Abwehr, Opération Nordpol. En décembre 1943, les Alliés possédaient un réseau d'espionnage parfaitement monté et une organisation clandestine d'environ 1500 saboteurs opérant en Hollande occupée. Ces agents mettaient à mal, chaque semaine, les infrastructures allemandes aux Pays-Bas. Leur exploit était même relayé dans la presse hollandaise. C'est du moins ce qu'ils croyaient. En réalité, il y avait près de 2 ans que les postes radio transmettant les messages clandestins à Londres étaient manipulés par les opérateurs allemands. Quant aux hommes et aux énormes quantités d'armes et d'explosifs largués en Hollande par le service secret anglo-hollandais, à la faveur de quelques 200 parachutages, ils avaient été accueillis à leur arrivée par des comités de réception allemands. 54 agents secrets spécialement entraînés par Londres se languissaient en prison, pendant que le contre-espionnage allemand inventait de toutes pièces et transmettait en Angleterre le récit merveilleux de leurs prétendus exploits. Il s'agit là d'une des plus colossales manipulations dont les Alliés aient fait les frais durant toute la guerre secrète. Dès la mise en place du SOE, il a été prévu d'envoyer des agents dans les pays occupés pour organiser la résistance interne à chaque pays. En France, nous retrouvons l'agent Virginia Hall dont nous avons parlé dans la première vidéo de la chaîne. En Hollande, les premiers agents réussirent leur infiltration, mais plusieurs coups de malchance allaient donner à l'Abwehr l'occasion de monter la plus grande mystification de la guerre. L'Abwehr est l'organisation de contre-espionnage de la Wehrmacht, sous les ordres de l'amiral Wilhelm Canaris. Wilhelm Canaris a toujours évité que son organisation soit sous les ordres de la SS. Ces agents ont toujours été recrutés parmi les hommes et les femmes anti-nazis, voire aussi parmi des juifs, les sauvant ainsi des camps. Cela ne les a pas empêchés de faire leur travail au service de l'armée dans les pays occupés par la Wehrmacht. C'est à l'automne 1941 que le commandant Hermann Gisk devient le chef du contre-espionnage militaire aux Pays-Bas. C'est lui qui va nous accompagner tout au long de ce récit passionnant via ses mémoires dans son livre de 1953, London Calling North Pole. C'est vers la fin novembre 1942 que l'Abwehr a vu la chance lui sourire pour la première fois. L'un des agents infiltrés dans la résistance hollandaise l'informa que 2 agents du SOE étaient en train de monter un réseau d'espions à La Haye. Le lieutenant Heinrich du groupe d'intervention radio confirma le renseignement en janvier 1943 en détectant l'émetteur sous l'indicatif RLS. À ce moment-là, RLS fut l'objet d'une écoute permanente, comme le précise Hermann Gisk. Notre objectif n'était pas d'éliminer ce poste, mais au contraire de l'utiliser à nos fins, c'est-à-dire de nous en servir nous-mêmes en faisant passer nos hommes pour des agents alliés. Nous obtiendrions ainsi des renseignements précieux sur les opérations des services secrets ennemis. Le 6 mars 1943, la position exacte de l'émetteur fut localisée et le soir même, tous les membres du groupe furent capturés, mesure indispensable pour qu'aucune fuite ne vienne compromettre la reprise du dialogue avec Londres. En même temps que tous les documents liés au code et chiffrage, l'Abwehr arrêta Hugh Lowers, l'opérateur radio de RLS. Celui-ci refusa pendant quelques jours de transmettre 3 messages que lui demandait l'Abwehr. Bien qu'ayant le code, il est facile d'identifier un opérateur à son toucher d'envoi. Hermann Gisk réussit à convaincre Hugh Lowers de faire l'envoi. Hugh Lowers envoya bien les 3 messages avec son style télégraphique. Il faut dire qu'il était sous la surveillance d'un opérateur allemand prêt à intervenir en cas de trahison. Il fit juste 3 fois une erreur à la 16e lettre. Ceci était un code d'alarme pour dire qu'il avait été capturé. Fait à peine croyable, Londres ne s'en est pas aperçu. Et Londres répondit à plusieurs messages se rapportant à des émissions antérieures de RLS. C'est le début
de l'opération Nord-Pôle. Lors du deuxième contact, Londres demanda d'urgence la préparation d'une zone de parachutage. Hugh Lowers refusa de jouer une fois de plus la comédie. Hermann Gies promit de traiter les agents comme des militaires. Il faut savoir que les agents capturés étaient fusillés dès leur capture, car n'étant pas considérés comme des militaires. En tout, l'opération Nord-Pôle captura 54 agents anglo-hollandais et ils furent traités correctement jusqu'à malheureusement la liquidation des camps de prisonniers hollandais en septembre 1944 par les SS. Envoyés à Mauthausen, une majorité furent fusillés dès leur arrivée entre le 6 et le 9 septembre 1944. Hermann Gies dit à ce sujet: Leur liquidation fut un des nombreux crimes caractéristiques des méthodes de Himmler, qu'aucun impératif de guerre ne peut justifier. Le souvenir de ces victimes d'un ignoble abus de confiance, qui me remplit encore de honte et d'amertume, a guidé ma plume dans la rédaction de ce récit. Hugh Lowers envoya le message, mais il ajouta 3 lettres au début, C-A-U, et à la fin, G-H-T, Kauth, attrapé. Mais l'on ne s'en est pas rendu compte, encore une fois. Le 27 mars, le signal annonçant le parachutage arriva. À 23h cette nuit-là, une zone de parachutage composée de 3 lampes rouges fut délimitée dans les polders hollandais. L'agent Noel Batsen et 5 conteneurs d'armes furent capturés dès leur arrivée au sol. Immédiatement après le parachutage, l'Abwehr envoya un message disant que le nouvel agent était en bonne santé et entre de bonnes mains. Puis, ce fut le calme plat pendant plusieurs semaines. L'Abwehr avait la preuve que d'autres agents du SOE opéraient dans le pays. Un nouvel émetteur fut repéré dans la région d'Utrecht. Les Anglais avaient-ils flairé quelque chose de louche? À l'insu de RLS, le SOE avait envoyé d'autres agents, mais ceux-ci n'avaient pas eu de chance. Seule une radio est arrivée en état. Les agents utilisaient donc l'unique poste dont l'indicatif était Trumpet. C'est alors que Londres ordonna au groupe RLS de prendre contact avec l'un des agents de Trumpet. Le réseau entier se découvrit à l'Abwehr qui n'en demandait pas tant. Trumpet fut capturé avec armes et bagages, chiffres et codes de transmission, ce qui donna la possibilité d'inaugurer une deuxième liaison Nord-Pôle avec Londres. Pour remplacer le radio Martins, qui s'est tué lors de son parachutage, l'Abwehr indiqua avoir trouvé un radio hollandais compétent. Londres le met de suite en test et le valide sans autre forme. C'est ainsi qu'une troisième liaison avec Londres put s'établir. Puis le stratagème de Hugh Lowers fut découvert. L'Abwehr le soupçonna d'avoir rajouté des lettres à la fin du message. Décision fut prise de proposer à Londres les opérateurs de réserve, qui accepta sans soulever d'objection. Dès lors, ce fut des radios allemands qui assurèrent les émissions. Entre mai et juin 1942, les parachutages se succédaient avec régularité. Londres envoya la totalité de ses hommes via les canaux aux mains des Allemands. Ce fut là une très grave erreur. En juillet 1942, Londres confia au groupe RLS une mission extrêmement importante. Il s'agissait de reconnaître la possibilité de faire sauter les mâts de la station émettrice de Koopwijk. La station émettrice de Koopwijk était l'élément essentiel de communication de l'amirauté allemande avec les sous-marins en chasse dans l'Atlantique. L'agent Theiss était désigné pour prendre éventuellement le commandement de l'équipe de sabotage. L'Abwehr envoya sur les lieux un détachement de reconnaissance et transmit scrupuleusement les renseignements rapportés. La démolition des mâts ne présentait pas de difficultés particulières. Theiss et ses hommes se tiennent prêts à aller de l'avant dès que l'ordre arrivera. Quand il arriva, Hermann Gies avait bien entendu imaginé les raisons qui expliqueraient l'échec de la mission. 2 jours plus tard, RLS passa à Londres le message suivant. Expédition Koopwijk Eichswil, stop. Nos hommes tombés dans champ de mines, stop. 5 disparus, stop. Theiss et les autres rentrés avec 2 blessés, stop. Et le lendemain, 2 des 5 manquants rentrés, les 3 autres tués dans l'opération, stop. Ennemi à renforcer garde à Koopwijk et aux autres stations, stop. Londres répondit, tous nos regrets pour vos pertes. Moyens de défense nouveaux et imprévisibles. Recommandant la plus grande vigilance, rendre compte du moins d'incidents. L'Abwehr s'arrangea pour que la presse hollandaise fît allusion à l'affaire. L'article exposait que les éléments criminels avaient tenté de faire sauter une région TSF et que la participation ennemie ressortait de l'origine du matériel de sabotage trouvé sur les lieux. Hermann Gies dit dans ses mémoires: J'avais l'espoir que cet article acheminé par la voie des pays neutres finirait par tomber sous les yeux de mes adversaires en Angleterre. 15 jours ne s'étaient pas écoulés que Londres adressait à RLS un message de félicitations pour la tentative de sabotage de Koopwijk.
Une décoration britannique récompenserait Thaïs d'en avoir été le principal artisan. La phase décisive de l'existence de Nordpol se situe entre juin 1942 et le printemps 1943. Il coïncide avec la part qu'elle fut amenée à prendre dans l'opération Marrow, préparée par les services anglo-hollandais du SOE. Le responsable de Marrow était un agent nommé Jean Bruce, dont la mission était d'établir le contact avec les chefs de l'organisation hollandaise Handedist et de les amener à constituer 16 groupes de sabotage et de résistance de 100 hommes chacun. L'opération fut découverte quand les représentants de la résistance l'accueillirent à son parachutage avant de l'arrêter. L'Abwehr ignorait qui pouvaient être les chefs de l'Handedist. Ils avertirent Londres que des signes de démoralisation se manifestaient parmi les cadres du réseau, où s'étaient infiltrés des indicateurs au service des Allemands. Hermann Gies propose de mettre Jean Bruce en rapport avec d'autres chefs de réseau plus dignes de confiance. Le montage fictif de l'organisation Marrow commença en août 1942. Les 16 groupes se développèrent à une cadence telle qu'en novembre 1942, Londres avait déjà dépêché 17 agents, dont 5 opérateurs radio, munis de postes ayant chacun leur propre fréquence. Un jour où l'Abwehr annonce qu'il avait maintenant 1500 hommes à l'entraînement, Hermann Gies indique à ce sujet: Il me vint à l'idée que ces hommes étaient censés avoir besoin d'un tas de choses, telles que vêtements, chaussures, tabac et thé. J'en fis donc la demande et une belle nuit, il nous tomba du ciel une importante cargaison de nos besoins. C'était comme le Père Noël avant l'heure. De janvier à avril 1943, 17 agents tombèrent entre les mains de l'Abwehr, dont 7 opérateurs qui devaient travailler sur un contact indépendant. Mais l'Abwehr devait désormais fournir à Londres des renseignements sur les activités de près de 50 agents. Et cela avec 6 malheureux opérateurs et 15 radios et leurs indicatifs. Il était évident que la cadence ne pourrait se maintenir longtemps sans erreur. En conséquence, ils obtiennent de Londres l'autorisation de supprimer les émissions de plusieurs postes pour des raisons majeures de sécurité. En septembre, lors du parachutage de l'agent appelé Yongeli, alias Harry, presque aussitôt après son arrestation, il déclara qu'il devait signaler son arrivée par l'envoi immédiat à Londres du message suivant. Le rapide est parti à l'heure. Les officiers qui l'interrogeaient furent plongés dans le plus grand embarras. Cherchait-il à les avoir? Hermann Gies raconte dans ses mémoires cet épisode. Je me rendis auprès de Yongeli. Impassible, il se contenta, en réponse à mes questions, de répéter sans se lasser qu'il lui fallait immédiatement passer le message. Le rapide est parti à l'heure. Faute de quoi Londres aurait la certitude qu'il était tombé entre les mains des Allemands. En fin de compte, je feignis de me rendre à ses raisons. Tout en paraissant plongé dans de profondes réflexions, je lui dis que nous transmetterions son message. Puis, levant brusquement les yeux, j'aperçus dans son regard une lueur de triomphe. Le doute n'était plus permis, il avait bel et bien essayé de nous tromper. Quand vint l'heure normale de l'émission, je fis passer un message ainsi conçu. Accident s'est produit. Harry sans connaissance après atterrissage brutal. Médecin diagnostique violente commotion. 3 jours plus tard, second message. Harry a repris connaissance quelques instants hier. Médecin espère amélioration. Et pour terminer, le lendemain, Harry décédé subitement, espérant pouvoir commémorer dignement son souvenir après la victoire. L'Abwehr avait eu encore de la chance. Londres prenait bien des précautions usuelles, mais n'avait pas envisagé le cas. Tout son réseau complet de communication et tous ses agents en Hollande étaient entre les mains de l'adversaire. Peu de temps après cet incident, l'état-major du service anglo-hollandais du SOE insista vivement pour que l'on renvoyât en Angleterre le chef des groupes Marrow, l'agent Jean Bruce, aux fins de consultation. L'Abwehr dut trouver force excuse pour le garder. La principale étant que la route de l'Espagne présentait de grandes difficultés, sans parler de son insécurité. Pour donner du poids à cette affirmation, ils annonçaient de temps en temps qu'un agent parti pour la France avait disparu sans laisser de traces. Londres demanda alors des précisions sur les terrains se prêtant en Hollande à l'atterrissage d'un avion chargé de reprendre Jean Bruce. L'Abwehr répondit alors qu'il n'arrivait pas à trouver un terrain satisfaisant. Par la suite, ils décommandèrent la mission au dernier moment, en prétextant que le terrain désigné était devenu subitement dangereux. En définitive, ils eurent recours à la seule porte de sortie qu'il leur restait. Hermann Gies indique: Je signalais que Jean Bruce avait disparu après un raid de la police allemande à Rotterdam. Londres avait donc un problème d'exfiltration de ses agents. Le SOE envoya le groupe Golf. Celui-ci fut parachuté en Hollande en vue de porter remède à cette situation. Il avait pour mission d'organiser des chaînes d'évasion sûres à travers la Belgique et la France, vers l'Espagne et la Suisse. L'Abwehr
laissa écouler 6 semaines avant de faire passer par Golfe un message informant Londres qu'une filière sûre avait été organisée jusqu'à Paris et que le courrier qui l'emprunterait était un homme aguerri nommé Arnaud. En fait, Arnaud n'était autre que le sous-officier Arnaud, qui se faisait passer pour un réfugié français. Il avait pu prendre des contacts antérieurs avec la résistance et connaissait effectivement certaines voies utilisées par les courriers ennemis. Afin d'éprouver la sécurité de cette filière d'évasion, l'Abwehr fit partir pour l'Espagne 2 officiers aviateurs anglais qui se cachaient en Hollande. 3 semaines plus tard, Londres les informa qu'ils étaient arrivés sains et saufs. Cet exploit contribua à parer Golfe et Arnaud d'un prestige certain aux yeux des Anglais. Londres leur confia des précisions sur 3 postes des services secrets britanniques qui, de Paris, organisaient des chaînes d'évasion. S'en tenant au principe que le renseignement a infiniment plus de valeur que l'élimination, l'Abwehr ne prit aucune mesure à l'encontre de ces postes. Golfe rendit ultérieurement quelques services réels aux Alliés. C'est ainsi qu'un certain nombre d'aviateurs ennemis qui avaient été abattus en Hollande et en Belgique furent conduits jusqu'en Espagne après des voyages clandestins pleins de péripéties. Et cela sans se douter un instant qu'ils voyageaient sous l'aile protectrice du contre-espionnage allemand. L'Abwehr ne manquait pas de rendre compte de chacun de ses départs, et lorsque ces hommes parvenaient en Angleterre, ils avaient atteint leur objectif, rehausser encore le prestige de Golfe sans nuire à Norpol. Le 31 août 1943, Ubik et Durkheim, qui faisaient partie de la 50aine d'agents détenus par l'Abwehr à la prison de Harren, parvinrent à s'enfuir et disparurent. Il était évident pour l'Abwehr que les 2 hommes courageux finiraient par rejoindre l'Angleterre. L'Abwehr inventa alors une histoire comme quoi Ubik et Durkheim, après avoir trahi leur réseau, étaient passés à l'ennemi pour de l'argent. Un autre envoi indiqua que les 2 évadés avaient pour mission de monter un réseau de l'Abwehr à Londres. Hermann Gist dit de ces hommes: « J'étais convaincu que ces 2 hommes courageux et décidés finiraient par rejoindre l'Angleterre. Dans ce cas, ils ne manqueraient pas de révéler tout le mécanisme de notre opération de contre-espionnage. » Subitement, dans la première quinzaine de décembre 1943, les messages de Londres se firent ternes et sans intérêt. Il était vraisemblable qu'Ubik et Durkheim avaient réussi dans leur tentative d'informer Londres qu'il y avait un problème. L'Abwehr décida de ne rien changer de leurs habitudes et de feindre d'ignorer que le superbe bluff avait été éventé, mais avec le seul résultat que les messages de Londres devinrent de plus en plus quelconques. En février 1944, Ubik et Durkheim arrivent enfin à Londres et sont immédiatement mis en garde à vue soupçonnés des espions allemands. Durkheim et Ubik sont longuement interrogés par le major Dobson, qui venait de devenir le chef de la section néerlandaise du SOE. Pour la conclusion de Norpol, je laisse la parole à Hermann Gisk. C'est en mars 1944 que je proposai à Berlin de clore, par l'envoi d'un ultime message, l'opération Nordpol, devenue illusoire. Voici le contenu de ce message, adressé par nous aux hommes que nous savions être à Londres, les chefs du service secret anglo-hollandais. Messieurs Blunt, Bingham et leurs successeurs à Londres, stop. Nous croyons savoir que, depuis quelque temps, vous avez essayé de traiter des affaires en Hollande en vous passant de notre concours. Stop. Nous le regrettons d'autant plus que nous avons été, pendant une longue période, vos représentants exclusifs dans ce pays, à notre satisfaction réciproque. Stop. Nous tenons cependant à vous assurer que, si vous envisagiez de donner une grande extension à vos activités sur le continent, nous entourerions vos envoyés des mêmes soins et leur réserverions un aussi chaleureux accueil que par le passé. Stop. Ce texte fut radiographié en clair le 1er avril 1944 par l'ensemble de nos 10 postes émetteurs. La date nous avait paru particulièrement appropriée. Le rideau était tombé sur l'opération Nordpol. Sur un total de 59 agents capturés et mis en prison à Harren. Début septembre, devant l'avancier des Alliés, les SS décident de liquider les prisons hollandaises et envoya les prisonniers à Mauthausen. En tout, 54 agents sont morts pour la plupart lors des exécutions collectives qui ont eu lieu entre le 6 et le 9 septembre 1944 à Mauthausen par les SS. Hugues Lauer sut la vie sauve grâce à Hermann Gisk qui le garda près de lui quand le camp de prisonniers de Harren fut démantelé. Il a ensuite été envoyé dans le camp de prisonniers de Rathenow et il sera libéré par les Russes le 26 avril 1945. Il recevra une médaille hollandaise par la reine Wilhelmina. Ubik et Durkheim restèrent en prison jusqu'en juin 1944. Ils continuèrent la guerre comme simples soldats. Réhabilités seulement après la guerre et les commissions d'enquête concernant le fiasco de Nordpol appelées à Londres The Englandspiel. Ubik, déjà médaillé en 1942 de la Kreuz van Wenderdiest, médaille du mérite, recevra après-guerre la Bronze Löwe, le lion de bronze,
Et là, Verzendenkreuz, la médaille de la résistance hollandaise. Doorleem recevra de la Hollande la Military William Order. Il écrira en 1953 Inside North Pole, A Secret Agent Story. Hermann Gisk a été interrogé par Robert Maxwell au camp numéro 20 à Iserlohn, après quoi il a été libéré. Après-guerre, il publie sa version de l'opération North Pole, dont vous avez entendu quelques extraits ici sous le nom London Calling North Pole, The True Revelation of a German Spy. Il est vrai que Londres a tout fait pour enterrer cette malheureuse affaire. Encore maintenant, des documents sont classifiés. Il y a eu de grandes négligences tout au long de l'opération. Les codes d'alerte de Hugh Lowers n'ont pas été pris en compte. Les procédures de sécurité à l'arrivée des agents étaient ignorées. Les avions de parachutage n'avaient jamais de soucis à l'aller, alors qu'au retour, plusieurs ont été abattus. Au point que la RAF ne voulait plus faire ses missions et a fait des rapports en ce sens. Le SOE était persuadé d'avoir mis en place le meilleur réseau d'agents en Europe, le réseau North Pole. Fin de l'histoire. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu. Si vous voulez d'autres histoires du même type, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la cloche pour suivre nos futures publications. Encore merci à vous, vous qui nous suivez.